Bonjour, je suis Pierre-Antoine Marty, je suis directeur d'études chez Futurible depuis à peu près 3 ans maintenant. Et donc, être directeur d'études chez Futurible, ça veut dire produire du contenu de prospective et accompagner des entreprises ou des organisations publiques ou des associations dans leurs projets de prospective. Qu'est-ce que c'est que la prospective? C'est une approche, une discipline qui est apparue dans les années 40, 50, d'abord aux États-Unis, puis après en France, sur un constat qui était que il devenait de plus en plus difficile d'essayer de se projeter dans l'avenir, compte tenu d'un monde qui était perçu comme de plus en plus complexe, de changements historiques de plus en plus rapides, etc. Et donc, c'est d'abord l'armée américaine, et ensuite, c'est l'État français, hein, chacun à leur époque, qui ont commencé à se dire comment est-ce qu'on pourrait essayer de faire pour essayer d'explorer le futur méthodologiquement. Donc, pour se concentrer sur la France, hein, c'est d'abord un philosophe qui s'appelle Gaston Berger, qui, dans les années 50, invente le terme de prospective. Et il était entouré d'un tas de décideurs économiques, politiques, etc. Et son discours, c'était de dire, il faut qu'on réfléchisse au futur de manière assez nouvelle pour accompagner le monde qui a aussi changé, qui est aussi nouveau, le monde de l'après-guerre qu'il fallait reconstruire, qui était plus compliqué, etc. Donc c'est comme ça qu'est née la prospective. Au début, c'était des textes un peu théoriques. Chaque fois, ils abordaient un peu des sujets spécifiques, l'agriculture, la technologie, tout ce qu'on peut imaginer, l'énergie. Voilà, puis ça s'est développé au fil des années, des décennies, et tout un tas d'entreprises qui sont apparues. Concrètement, la prospective, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'imaginer les futurs possibles. Donc c'est pour ça que la société pour laquelle je travaille s'appelle Futurible, la contraction de futur possible. Les futurs possibles à horizon 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, et les chemins pour y parvenir ou pour ne pas y parvenir. En tout cas, l'idée, c'est de projeter les organisations dans ces futurs-là, de projeter les organisations dans des thématiques, des sujets qui peuvent les intéresser. Et en l'occurrence, ça peut être le futur de l'IA, mais c'est tout un tas de choses. Et voilà, et on essaye d'imaginer des scénarios et de voir un peu les conséquences de ces scénarios sur les décisions qu'il faut prendre dès maintenant. Alors, comment est-ce que, en prospective, on construit nos scénarios ou on va dire nos visions du futur? C'est pas trop compliqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de science de ça, mais on essaye de le faire de manière le plus méthodologique possible. La première chose, c'est d'avoir des connaissances. Alors, on n'a pas de connaissances du futur, mais on a des connaissances du présent, des grandes tendances qui le structurent, etc. Donc on essaye de faire le point des connaissances sur le sujet qui nous intéresse. Et tous les sujets un peu annexes qui peuvent intéresser ce sujet-là. Voilà, par exemple, je vais faire une étude sur, je sais pas, le futur du travail. J'aurai besoin d'infos aussi sur la démographie, sur le changement climatique, tout ça, parce que tous ces facteurs-là, ils vont impacter le futur du travail. Donc on va aller un peu à la récolte des infos. Comment on va le faire? On va le faire en lisant des documents, des rapports, des livres, des essais, récolter un peu toute cette matière. On peut aussi faire des entretiens avec des experts. Et globalement, voilà, c'est la recherche d'informations, de la veille. Ça, c'est le premier temps. Et puis après, comment est-ce qu'on élabore les scénarios? Tout dépend un peu du format de l'étude ou du projet, mais en général, c'est avec les décideurs ou dans le cadre d'ateliers, on essaye de faire émerger des grandes lignes qui peuvent se présenter à horizon 5 ans, 10 ans. Voilà, il y a une piste qui est possible dans ce sens-là, une autre piste qui est possible dans ce sens-là. On essaie d'articuler un peu les scénarios, de faire en sorte qu'ils se ressemblent pas trop pour avoir des pistes bien contradictoires. Et souvent, les scénarios, après, on les fait valider, on les met à l'épreuve avec encore une fois des experts ou des gens qui peuvent bien connaître le sujet. Donc voilà comment sont inventés les scénarios, mais on fait pas que des scénarios, on peut faire juste des visions du futur, un peu comme ça, mais quoi qu'il en soit, ces visions, ces scénarios, on les élabore, on va dire, en deux temps. D'abord, la connaissance, et après, une dose d'imagination, et on essaye d'articuler un peu les deux. Voilà. Alors, le design fiction, c'est une autre branche, on va dire, de l'exploration du futur qui est apparue plus dans les années 2000. La prospective, je vous ai dit, c'est plutôt les années 50.
Le design fiction, ça apparaît plutôt dans les années 2000 et c'est même plutôt les 10-15 dernières années que ça a vraiment pris un essor. Et qu'est-ce que c'est? C'est essayer d'appliquer un peu au principe de l'exploration du futur des méthodes qui relèvent plus de la fiction, de la narration et du design, de l'invention d'objets. Ce qu'on va faire, c'est que on va essayer d'imaginer le futur en passant par le fait d'inventer un objet de demain. Par exemple, pour parler de la beauté de demain, je vais essayer plutôt de me dire ça va être quoi le pot de crème ou l'huile régénérante de 2050. Pour imaginer le travail de demain, on a fait une étude récemment, on a dit on va faire un réseau social du futur, professionnel, genre LinkedIn du futur, etc. Donc c'est en passer par des objets, des créations un peu comme ça, ou des histoires, raconter des histoires avec des personnages, etc. En tout cas, le sens du design fiction, c'est souvent de pousser la créativité, pousser parfois un peu la dramaturgie de scénario, aller chercher des scénarios parfois un peu plus créatifs, etc. qu'on le fait. Bon, on peut tout à fait faire du design fiction sur des scénarios moins en rupture, hein, on peut faire ça, mais ça aide à faire ça, le design fiction, et en passer par l'image, le récit, les personnages, pour avoir une approche beaucoup plus concrète, incarnée du futur qu'on imagine. Le design fiction, c'est ça enrichit l'approche prospective d'une approche assez créative, concrète, incarnée, qui va permettre d'avoir une vision plus en détail du futur qu'on imagine. Ça va permettre aux gens souvent aussi de s'approprier les futurs imaginés, de rentrer dedans sans trop d'efforts, par une histoire, par une image qui fait envie, qui donne envie d'en savoir plus. C'est ça le design fiction. Alors, quels avantages pour une entreprise, une organisation, d'utiliser le design fiction? Déjà, quel avantage d'utiliser la prospective, c'est-à-dire l'intérêt d'explorer le futur? Ça, on n'a pas trop le temps de le faire, en fait, souvent dans les entreprises, où on s'y consacre relativement peu. Et je pense que c'est important qu'une entreprise essaye d'imaginer de quoi demain pourrait être fait. Donc déjà, dans ce cadre-là, c'est important. Et puis par ailleurs, le design fiction plus spécifiquement, l'avantage pour une entreprise, une organisation, ça va être de produire des visions qui font envie ou qui font peur, mais en tout cas qui résonnent, qui peuvent embarquer les salariés ou les employés, qui peuvent sensibiliser tout l'écosystème, qui peuvent aussi faire que vous émergez, je sais pas, on parle beaucoup de storytelling, donc que vous émergez comme ça dans le débat public ou dans votre marché avec tiens une histoire, un visuel comme ça qui change un peu, qui fait réfléchir, qui impacte. Ça permet aussi de mobiliser un peu les équipes en interne sur ce genre de projets ou d'ateliers qui sont toujours assez fédérateurs, enthousiasmants, originaux, et ça change un peu de genre d'atelier ou de démarche qu'on peut avoir dans d'autres projets. Et ça permet d'envisager une vision peut-être plus détaillée, plus fine du futur qu'on imagine, avec des objets, avec des personnages. Ça vous donne une sensibilité différente et ça peut être intéressant dans vos innovations, dans vos réflexions stratégiques, parce que ça permet de changer un peu le regard, pas seulement avoir un regard très macro, général, de les grandes tendances. Ça permet de se concentrer plus sur un contexte, les utilisateurs, la manière dont ils vont utiliser ça, et ça peut donner de nouvelles idées, ça favorise la créativité. Quelles sont les entreprises et organisations qui font de la prospective globalement? En général, c'est plutôt les grosses structures, hein, parce que ça nécessite un minimum de moyens. Alors, il y a des grosses structures qui ont leur propre département de prospective, et sinon, c'est pas le cas, et c'est les directions de l'innovation ou de la recherche et développement, des études qui font appel à des prospectivistes. Maintenant, ce qu'on constate, c'est que la curiosité vis-à-vis du futur, et le besoin de se projeter de manière un peu plus méthodique ou raisonnée, structurée dans le futur, elle est partagée par tout le monde. Donc il y a une attente de prospective importante, de plus en plus importante compte tenu d'un contexte complexe, changeant,
parfois un peu brutales, donc il faut se préparer, qui nécessitent voilà, cette fameuse agilité, tout ça. Donc nous, ce qu'on constate, c'est un besoin en fait d'essayer d'y voir clair dans un monde de plus en plus compliqué et qui ne se simplifie pas. Et donc ce besoin est partagé par toutes les entreprises. Maintenant, quelles sont les entreprises qui structurent ça? Il y en a relativement peu. Et c'est plutôt les grandes structures, ou structures, on va dire, ETI, etc. Alors, est-ce que c'est devenu plus difficile de faire de la prospective? Bonne question, effectivement, vu que on dit beaucoup que le changement s'accélère, que le futur est de plus en plus imprévisible, etc. Mais en fait, oui et non. En fait, ça rend de plus en plus difficile le fait d'avoir raison sur le futur. Mais le travail du prospectiviste, c'est pas forcément d'avoir raison sur le futur. C'est de sensibiliser les gens au changement et à l'éventail des possibles qui peuvent arriver, et donc, entre guillemets, de les préparer à l'action face à ces futurs-là. C'est d'aider les gens à faire émerger une vision du futur, une vision qu'ils jugent préférable, souhaitable, etc. Et ça, c'est fondamentaux. Et en fait, le fait que le contexte soit plus compliqué, non, on ne change pas la nature même de ce travail, au contraire, rend peut-être plus intéressant. En général, on a ce qu'on appelle le scénario un peu tendanciel, de se dire, bon, toutes choses égales par ailleurs, si les dynamiques continuent telles qu'elles sont actuellement, voilà ce vers quoi on pourrait tendre. Mais en général, le scénario tendanciel n'est jamais celui qui arrive. Par contre, c'est important d'avoir cette référence-là. Et puis, on a bien conscience aussi que il y a des scénarios qui sont difficilement prévisibles, ou disons qui sont relativement peu probables parmi ceux qu'on explore. Mais là encore, est-ce que c'est capital, enfin est-ce que c'est important d'imaginer des scénarios qui sont seulement les plus probables? Non, parce que voilà, on est dans un environnement de plus en plus en rupture. Donc même si on sait que le scénario qu'on évoque, il est pas forcément très probable, c'est quand même important de l'évoquer. Surtout que même si ce scénario-là ne va pas arriver tel qu'on l'imagine, et on le sait, les idées qui vont faire émerger en nous, les idées d'action, d'adaptation, celles-là, on pourra peut-être les utiliser dans le cadre d'autres scénarios, d'autres situations de rupture. Donc oui, on peut tout à fait essayer de classer un peu les scénarios par probabilité ou improbabilité, mais c'est jamais du sûr, c'est jamais 100% sûr, et c'est pas forcément les scénarios les plus probables qui sont les plus intéressants ou les plus enrichissants en fait pour une organisation. Quels sont les grands sujets qui fait qu'on est souvent sollicité? Ça va vraiment dépendre du cœur de l'activité de nos clients ou de nos partenaires. Globalement, il y a des grands sujets structurants hein, qui sont le travail, le climat, la consommation, la technologie. Voilà, ça c'est les grands thèmes qui émergent. Ce qu'on voit surtout, c'est au-delà des grands sujets, ça peut être aussi l'approche. On nous demande de plus en plus d'explorer des scénarios en rupture justement, ou les méthodes. On nous demande de plus en plus du design fiction. Après les thèmes, voilà, c'est toujours un peu les grands thèmes qui font la société, quoi. Donc avec évidemment des focus plus ou moins importants selon le secteur d'activité des gens avec lesquels on va travailler. Mais oui, ça revient souvent quand même sur l'économie, la géopolitique et le climat. Ça, c'est les grandes tendances macro qui sont toujours un peu là, quoi. La consommation, les grandes tendances sociales, sociétales, comment les gens pensent, raisonnent, etc. Leur centre d'intérêt. Voilà, ça c'est un peu souvent ce qui structure quand même une démarche prospective. C'est des grands sujets assez macro. Puis après, on affine selon la particularité de l'étude, du thème qu'on doit envisager.